Un contrat de 9 milliards de dollars vient de remettre en question l'ordre économique mondial. Sous le soleil de Ouagadougou, 3 nations du Sahel, Burkina Faso, Mali, Niger, s'unissent à l'Inde et au Vietnam pour cultiver leur indépendance. Leur arme n'est ni pétrole ni or, c'est le riz. Quand Ibrahim Traoré déclare que la faim importée n'est pas une aide, il signe une rupture silencieuse avec un siècle de dépendance. Et si le grain devient la monnaie de la dignité africaine, ce pacte n'est pas un simple contrat agricole, il s'agit d'un manifeste de souveraineté. Pour la première fois, le Burkina Faso, le Mali et le Niger refusent le prêt conditionné et mis sur la terre comme garantie. L'accord de 9 milliards prévoit irrigation solaire, semences hybrides et transfert technologique depuis l'Asie. Mais derrière la technique, la promesse est politique. Réduire la dépendance alimentaire de 40% en 5 ans, un chiffre qui bouleverserait chaque tableau du FMI. Si cela réussit, l'Afrique prouvera qu'elle peut nourrir sans s'endetter. Le risque ? Remettre en cause tout un système bâti sur les dettes et les importations. Dans les capitales occidentales, certains y voient un populisme agricole. Dans les villages du Sahel, c'est une renaissance. Et au milieu de cette tension, une question demeure. Jusqu'où le monde laissera-t-il le continent cultiver sa propre liberté ? Le 14 millions d'acres de terres irriguées change déjà le visage du Sahel. En moins de 2 ans, les rendements agricoles du Burkina Faso atteignent désormais ceux du sud du Vietnam, une prouesse que peu croyaient possible. C'est le mini-reveal. La souveraineté n'est plus un discours, mais une statistique. Sous la coordination de l'alliance AES, chaque hectare est connecté à un réseau de données solaires et d'outils cartographiques numériques fournis par l'Inde. Le Vietnam partage ses semences à double rendement, testées dans les sols les plus arides. En échange, les pays du Sahel offrent leurs couloirs logistiques et leurs ports allégés de taxes. Ibrahim Traoré, lors de la présentation au Parlement, a soulevé un bol de riz local. Voici notre nouvelle monnaie. Le silence qui suivit disait tout. L'histoire de ce projet s'enracine dans des décennies de dépendance. Les États du Sahel empruntaient pour importer la nourriture qu'ils pouvaient produire. Chaque prêt portait une condition, chaque condition, une perte de contrôle. Mais l'équation commence à s'inverser. Pour chaque tonne de riz récoltée localement, c'est un versement de dette extérieure qui s'éteint. Le FMI prévoyait une réduction de 2,3 milliards USD de flux vers la région d'ici 2026. Cette chute, pour les banques, ressemble à un séisme. Pour les paysans, c'est une respiration. L'initiative ne parle pas seulement de riz, elle parle de pouvoir, celui de planter, de vendre, de décider sans permission. Et, dans le monde feutré des ministères et des marchés, une peur discrète s'installe. Que se passera-t-il si d'autres nations imitent le modèle AES ? Dans les plaines de Koudougou, la voix d'un homme incarne ce tournant. Ousmane Dio, cultivateur depuis 30 ans, regarde ses rizières nouvelles. Avant, je récoltais 4 sacs. Aujourd'hui, j'en remplis 7. Mes enfants ne rêvent plus de partir. Son témoignage, repris à la radio nationale, a traversé le pays comme un symbole d'espoir calme. Autour de lui, des ingénieurs venus d'Inde et du Vietnam réparent les canaux, ajustent les flux d'eau et enseignent aux coopératives comment suivre les nutriments sur tablette. Cette coopération sans hiérarchie étonne. Les anciens la décrivent comme la première fois que la science voyage à égalité. Les nouveaux silos se remplissent, les marchés se densifient, et les jeunes qui migraient vers la ville reviennent dans les champs. Mais ces signes de renouveau s'accompagnent d'un frisson politique. À Ouagadougou, les diplomates parlent d'un équilibre fragile. Trop d'autonomie risquerait, disent-ils, de perturber la stabilité régionale. Pour les paysans, cette prudence n'a pas de sens. Ils voient dans chaque grain récolté un fragment de liberté. Là où les rapports économiques parlent de ratio, eux parlent de dignité. La trajectoire d'Ousmane Dio devient alors celle d'un pays tout entier. Le passage d'une survie importée à une indépendance cultivée. Et, au cœur de ce mouvement, une vérité simple résonne. L'autonomie commence au bout de la houe. Tout a commencé par une poignée de main sous le soleil blanc de Ouagadougou. Pas de drapeau, pas de fanfare. Juste 5 délégations assises autour d'une table de bois brute. Burkina Faso, Mali, Niger, Inde et Vietnam. À cet instant, Ibrahim Traoré savait que cette signature ne représentait pas un simple accord commercial, mais la réécriture silencieuse d'un rapport de force.
Les premières semaines furent discrètes. Les ingénieurs asiatiques arrivèrent avec des plans d'irrigation hybride et des logiciels de cartographie agricole. Les techniciens burkinabés creusèrent, ajustèrent, calibrèrent. Puis la saison changea. Les drones solaires captèrent l'humidité du sol, les rizières s'animèrent. En 3 mois, les champs stériles du Sahel se mirent à luire comme des miroirs. Les chiffres suivirent, 70% d'augmentation de rendement, 2 à 6 millions d'emplois créés, 14 millions d'acres irrigués. Mais au-delà des données, un basculement invisible se produisit. Les rapports du FMI citèrent pour la première fois une perte d'influence budgétaire dans la région. Cette phrase anodine déclencha des ondes de choc à Washington et à Bruxelles. Dans les couloirs des institutions financières, une inquiétude montait. Si le pacte du riz réussissait, il démontrerait que la croissance sans dette était possible. Les éditoriaux occidentaux parlèrent de nationalisme agricole, de risque pour la stabilité du crédit mondial. Mais sur le terrain, les agriculteurs riaient. Ils vendaient leur propre riz, sans attendre les navires venus d'ailleurs. Puis survint le contre-coup, des rumeurs de sanctions, des aides suspendues, des articles insinuant une crise imminente. Une note confidentielle du FMI prédisait une baisse de 2-3 milliards de dollars d'ici 2026 si le projet atteignait ses cibles. Traoré, imperturbable, déclara simplement « Nous avons survécu aux sécheresses et aux guerres, nous survivrons à la tempête financière ». Son calme devint la pulsation d'un pays. Sur les réseaux africains, le mot dièse « le riz cesse la liberté » devint viral. Des vidéos montraient des femmes agenouillées devant des sacs de riz aux couleurs du drapeau. Dans chaque province, la même phrase résonnait. Celui qui possède sa semence ne craint pas le prêteur. Ce proverbe nouveau voyageait plus vite que n'importe quelle dépêche. Pendant ce temps, les analystes occidentaux réévaluaient leur modèle. Les institutions parlaient d'un effet AES. Car ce qui s'était enclenché au Sahel dépassait la production. C'était un précédent moral. Et dans la lenteur implacable du soir, les champs dorés du Burkina Faso semblaient annoncer autre chose qu'une récolte, le début d'un âge de responsabilité. Le succès du pacte se mesure désormais en chiffres autant qu'en symboles. 14 millions d'acres irrigués produisent déjà 8,5 millions de tonnes de riz, soit une hausse de 68% par rapport à la moyenne régionale avant 2025. Les importations alimentaires, elles, ont chuté de 38%. Ces données marquent un baseline, delta historique, pour chaque dollar autrefois versé en remboursement au FMI, 40 cents sont désormais réinvestis dans la terre. À Ouagadougou, le ministère de l'Agriculture publie un rapport hebdomadaire. 2,6 millions d'emplois, directs et indirects, ont été créés dans les 6 premiers trimestres, avec une croissance de 1,8% du PIB agricole. Les économistes africains parlent d'un effet multiplicateur inédit. Chaque hectare irrigué génère 3 emplois et stabilise 2 familles rurales. Même les analystes du FMI reconnaissent que la dynamique de productivité dépasse les prévisions. Mais les chiffres ne disent pas tout. La qualité nutritionnelle du riz local s'est améliorée grâce aux semences vietnamiennes à double rendement. Les pertes post-récolte ont diminué de 22% grâce aux silos communautaires conçus avec des matériaux recyclés. Chaque tonne stockée devient un signal d'indépendance, chaque sac vendu une statistique de dignité. Les coopératives féminines sont devenues les pivots de cette révolution silencieuse. Elles gèrent plus de 7000 associations enregistrées, souvent nommées d'après les héros de l'indépendance. À Koudougou, la coopérative Femmes du Grain Libre a triplé sa capacité en 1 an. Son modèle de microfinancement, inspiré de pratiques indiennes, permet de racheter les excédents sans passer par les banques. Résultat, 40% de la production nationale circule désormais hors des circuits d'aide. Ibrahim Traoré s'appuie sur ces données pour défendre une vision plus vaste. Lors d'une allocution au Conseil de souveraineté alimentaire, il a rappelé « Nos chiffres ne sont pas des menaces, ce sont des preuves de vie ». Derrière cette phrase, un glissement politique profond. Les nombres appartiennent à ceux qui les produisent. Les organisations internationales peinent à contester ces faits. Leur langage devient prudent, les adjectifs mesurés, atypiques, expérimental, régionalement prometteurs. Mais sous la surface, la logique change. Car chaque tonne récoltée
affaiblit la nécessité d'un prêt. Chaque dollar investi localement retire une ligne du bilan d'un créancier. Les statistiques, ici, ne sont pas seulement des outils d'évaluation. Elles deviennent un langage de libération. Et dans ce langage, le Sahel parle désormais couramment. Deux récits s'affrontent aujourd'hui autour du pacte du riz. Le premier, porté par les institutions financières occidentales, affirme que la souveraineté alimentaire pourrait déstabiliser la discipline budgétaire. Selon cette logique, sans prêts extérieurs, les États du Sahel risquent d'isoler leurs économies, de perdre la confiance des marchés et d'entraver la modernisation. L'argument semble rationnel. La stabilité monétaire repose sur la circulation du crédit. Le second récit, défendu par les partisans d'Ibrahim Traoré, repose sur un constat inverse. Il rappelle que la dépendance aux importations a coûté plus de 6 milliards USD par an aux pays de la région entre 2010 et 2020. La discipline, tant vantée, fut en réalité une contrainte imposée de l'extérieur. Le nouveau modèle AES, lui, réinvestit les excédents directement dans la production, les infrastructures et l'éducation technique. Entre ces deux visions, la ligne de fracture n'est pas idéologique, mais existentielle. Qui décide de la valeur du travail africain, le créancier ou le cultivateur ? Les partisans du pacte avancent que la vraie stabilité naît du contrôle de la nourriture, pas du crédit. Et les premiers résultats leur donnent raison. Baisse de la pauvreté rurale de 11%, amélioration de 15% de la scolarisation dans les zones agricoles. Pourtant, les deux camps se rejoignent sur un point. Le pacte est un tournant systémique. Les économistes les plus prudents admettent qu'il crée une troisième voie, ni autarcie, ni dépendance. C'est un modèle fondé sur la collaboration horizontale sud-sud et l'autonomie financière progressive. Un modèle où le FMI pourrait devenir non un prêteur, mais un partenaire d'équilibre. Dans ce débat, la rhétorique s'efface devant les chiffres. Et ces chiffres, eux, racontent déjà une révolution en cours. Une nation qui se nourrit ne se soumet plus. Cette phrase, prononcée par Ibrahim Traoré au milieu de l'année, a marqué le midpoint de toute l'histoire. À partir de ce moment, le récit changea de registre, de l'économie à la symbolique. Car le pacte du riz, d'abord vu comme une expérience technique, devient un manifeste d'émancipation. Les villages qui exportaient leur jeunesse exportent désormais leurs récoltes. Les marchés qui dépendaient des navires étrangers vendent du riz local sous drapeau rouge et vert. Et la capitale, Ouagadougou, transforme cette réussite en politique publique. 20% du budget de la dette sont réaffectés à la recherche agricole. Les observateurs internationaux parlent de utopie pragmatique. Mais pour les habitants du Sahel, c'est la première fois que la souveraineté s'enseigne à l'école. Le grain est devenu alphabet, la récolte est devenue langage. Ainsi, la ligne a été franchie. Le pacte n'est plus une stratégie de survie, c'est une nouvelle manière d'habiter le monde. Les effets du pacte du riz se font sentir à tous les niveaux de la société. Pour les paysans NN, la transformation est tangible. Les revenus agricoles ont doublé dans plusieurs provinces du centre. Les marchés locaux, autrefois inondés de sacs importés, sont désormais remplis de riz national. Une enquête de la radio publique révèle que 72% des foyers ruraux mangent exclusivement du riz cultivé sur place. Les subventions énergétiques pour les pompes solaires ont réduit les coûts d'irrigation de 28%. Chaque bol vendu devient ainsi une victoire contre la dépendance. Pour les entreprises locales, DN, la chaîne de valeur se recompose. Les usines de transformation appartiennent désormais à des coopératives publiques et non à des groupes étrangers. De jeunes ingénieurs africains développent des applications de suivi logistique reliant champs, silos et ports intérieurs. Les exportations vers le Niger et le Ghana augmentent de 45% depuis 2025. Ce commerce régional alimente une économie circulaire où le profit reste sur le continent. Pour les citoyens ordinaires ND, l'impact dépasse la table. Le prix d'un kilo de riz est tombé en dessous d'une bouteille d'eau, un symbole fort. Les femmes dirigent plus de la moitié des nouvelles coopératives et réinvestissent leurs bénéfices dans l'éducation. Les émissions radio locales diffusent des messages de fierté nationale. Le riz, c'est notre liberté.
Même les sceptiques reconnaissent que les files d'attente devant les bureaux d'aide étrangère se sont vidés. Pour les institutions KV, le changement est plus subtil mais tout aussi profond. Le ministère des Finances réoriente une partie du service de la dette vers la recherche sur les semences. Le Conseil AES adopte une rotation biennale de la présidence, évitant ainsi les dérives de pouvoir. Les banques africaines créent un fonds commun de stabilisation alimentaire. À l'international, l'effet domino commence. Le Mali annonce un programme Blé Sahel et le Niger expérimente l'irrigation solaire massive. Au total, l'économie du Burkina Faso croît de 87% en 2025, son meilleur résultat depuis 20 ans. Mais au-delà des pourcentages, c'est une autre métrique qui domine, celle de la dignité restaurée. Et quand Ibrahim Traoré déclare que chaque acre cultivé est un acte de résistance, il ne fait plus de politique. Il raconte simplement la vérité du sol. L'avenir du pacte du riz se divise désormais en 3 trajectoires possibles. Scénario de base. La dynamique actuelle se poursuit sans rupture majeure. Les récoltes 2026 atteignent les prévisions AES, les prix restent stables et les flux régionaux s'élargissent. Le Burkina Faso maintient sa croissance agricole autour de 4,5%. Le FMI, contraint par les faits, adapte son langage et propose un partenariat d'observation plutôt qu'un programme de prêt. Dans cette version, l'Afrique s'installe dans une normalité nouvelle, celle d'un continent qui se nourrit seul. Scénario optimiste. Les modèles agricoles AES s'étendent au-delà du Sahel. La Côte d'Ivoire, le Ghana et le Sénégal signent un protocole d'échange technologique. Les rendements combinés ajoutent 3 milliards USD au PIB régional d'ici 2027. L'Inde et le Vietnam deviennent partenaires structurels d'un corridor agrosolaire. Ce scénario fait du pacte du riz le noyau d'un mouvement sud-sud durable. Ibrahim Traoré devient la figure emblématique d'un renouveau panafricain, le symbole d'une indépendance réelle. Scénario critique. Des représailles financières ralentissent la dynamique. Hausse des tarifs d'assurance maritime, blocage des paiements interbancaires, rumeurs sur la solvabilité. Les exportations fléchissent temporairement, les réserves de devises se contractent. Mais contrairement aux crises précédentes, la production interne continue, le peuple se nourrit, la dignité reste intacte. Ce scénario mettrait à l'épreuve la résilience institutionnelle du bloc AES. Quelle que soit la trajectoire, une même vérité demeure. La dépendance a cessé d'être une fatalité. Le pacte du riz ne promet pas un miracle, il impose un précédent. Et si dans un an, le Sahel vendait plus qu'il n'emprunte, le monde découvrirait qu'un simple grain peut réécrire la géopolitique du crédit. Derrière les statistiques et les rapports, il reste des visages. Dans les marchés de Bobo Dioulasso, les femmes qui trinent le riz chantent désormais des refrains de victoire. Leur joie n'a rien d'abstrait. C'est la traduction quotidienne d'une liberté conquise. Pour elles, Ibrahim Traoré n'est pas une figure politique lointaine, mais celui qui a rendu à la terre sa valeur. À Ouagadougou, les enseignants ont intégré des leçons sur la souveraineté alimentaire dans les classes de civisme. Les enfants apprennent que cultiver, c'est aussi défendre. Les jeunes techniciens qui entretenaient autrefois des réseaux de téléphonie travaillent maintenant sur des drones agricoles. L'économie change de sens. Elle sert enfin ceux qui produisent. Mais cette mutation ne s'arrête pas aux frontières du Burkina Faso. Dans tout le Sahel, la fierté circule plus vite que les marchandises. Les vidéos de récolte dépassent des millions de vues, les messages de solidarité se multiplient. Ce que l'Occident appelle effet d'entraînement, les habitants le nomment simplement espoir. Les observateurs occidentaux voient dans ces gestes un populisme émotionnel. Pour les Africains, c'est une politique du quotidien. Là où les chiffres s'arrêtent, le sentiment collectif commence. Et c'est peut-être cette émotion-là, calme, tenace, enracinée, qui garantit la durabilité du pacte du riz plus sûrement que n'importe quel contrat. L'Alliance AES a structuré un plan d'action précis pour consolider les acquis du pacte du riz. 5 axes guident désormais sa mise en œuvre. 1. Renforcer la production. Extension de 20% des surfaces irriguées d'ici 2027 avec une rotation des cultures et l'introduction de variétés locales résistantes. Objectif, atteindre 10 millions de tonnes exportables sans compromettre la sécurité intérieure. 2. Maîtriser la transformation. Chaque région doit disposer d'au moins 2 usines communautaires.
Les revenus dégagés seront réinvestis dans les infrastructures rurales. Les modèles de gestion sont conçus pour empêcher toute privatisation étrangère. 3. Créer une banque semencière panafricaine. Sous l'égide du Conseil de souveraineté alimentaire, ce réseau permettra de préserver les variétés régionales. Les données seront hébergées sur une plateforme AES indépendante des serveurs occidentaux. 4. Intégrer les citoyens. Les programmes d'éducation agricole s'étendent dans 800 écoles rurales. Les campagnes Un village, un silo encouragent la participation directe. Les jeunes agronomes deviennent les ambassadeurs de cette autonomie. 5. Mesurer et partager les résultats. Un indice trimestriel de souveraineté alimentaire, ISA, est en cours de création. Il évaluera la capacité des États à nourrir leur population sans importation stratégique. Les premiers tests prévoient un score de 0 à 72 pour le Burkina Faso, déjà supérieur à la moyenne continentale. Ibrahim Traoré conclut chaque réunion en répétant la même phrase « L'indépendance se cultive, elle ne se décrète pas ». Et c'est peut-être ce réalisme tranquille qui ancre durablement cette révolution dans le réel. Au lever du jour, les champs d'Ouagadougou scintillent comme un serment. Les canaux d'irrigation dessinent sur la terre les lignes d'une nouvelle carte, celle d'un peuple qui a décidé de se nourrir lui-même. Parmi les sillons, Ibrahim Traoré marche lentement, tenant une poignée de graines entre ses doigts. Ce n'est pas un geste politique, mais un acte de mémoire. Dans la poussière dorée, les paysans rient, les enfants courent derrière les camions chargés. Chacun sait que le combat n'est pas terminé. Les pressions extérieures persistent, les menaces financières rôdent, mais le doute s'est inversé de camp. Car pour la première fois depuis des générations, le futur se cultive à domicile. Ces grains, dit Traoré, ne nourrissent pas seulement nos corps, ils rappellent à chacun ce que signifie être libre. Et dans ce silence, plus fort que les slogans, on entend le bruit du sol qui respire enfin. Le soleil se couche sur le Sahel, étalant sur les rizières une lumière d'ambre et de fierté. Les vendeurs des marchés de Ouagadougou répètent une phrase devenue devise. « Nous mangeons ce que nous semons ». Ces mots simples valent plus qu'un discours diplomatique. Ils annoncent un monde où la dignité se mesure en récolte, pas en crédit. À l'horizon, les camions partent vers le Niger et le Ghana, chargés de sacs frappés du drapeau burkinabé. Chaque convoi transporte aussi un message. Que l'Afrique n'a plus besoin d'autorisation pour exister. Les anciens y voient un rêve enfin tenu, les jeunes, une promesse à poursuivre. Ibrahim Traoré l'a dit lors de la dernière cérémonie. L'histoire retiendra moins nos contrats que nos sommeils. Alors, avant que cette page ne se ferme, posez-vous une question. Si le Sahel peut nourrir son peuple, quelles autres dépendances le monde pourrait-il abolir demain ?